De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Chadaoudatal et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. La desserte en électricité est jugée insatisfaisante en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la capitale, des foyers sont privés d'électricité pendant des journées entières. Les autorités avaient pourtant prévu le retour à la normale pour le mois d'avril 2016. Une promesse qui n'a pas été tenue. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la desserte en électricité reste l'un des grands défis pour les autorités. En effet, des ménages passent des journées entières sans l'électricité. Une situation qui affecte le vécu quotidien des Congolais et freine le développement de leurs activités. Les autorités de la Société nationale d'électricité avaient promis de rétablir la situation au cours du mois d'avril 2016. Une promesse qui n'a pas été suivie des faits car la desserte n'a toujours pas connu l'amélioration promise. La remise en état de 2 machines aux arrêts dont les travaux étaient, selon les autorités de la SNEL, à la base des perturbations de l'énergie constatées dans la capitale n'a pas eu lieu. La société avait annoncé d'autres améliorations, notamment le projet de barrage d'Inga 3, des Zongo 2 et des Mwanda, qui ont chacun la capacité de produire 150 MW. Notons également la construction de 5 barrages dans l'ex-province de Katanga, d'une capacité globale de 800 MW, dont 400 seront servis à la Zambie voisine. Plusieurs projets sont ainsi annoncés, mais non exécutés, mettant la population dans une situation inconfortable. Ce que je peux dire sur la desserte en électricité ici chez nous, vraiment, ça ne sert à rien de parler d'électricité ici parce qu'on n'a pas d'électricité. C'est presque chaque jour, à 6 h du matin, le courant part et ça revient à... Ici, chez nous, dans notre quartier encore, il y a de la chance. Ça peut revenir à 21 h, 22 h, mais dans d'autres quartiers, le courant revient à minuit 30, 1 h et ça part à 5 h du matin. On n'a pas vraiment une desserte en électricité fiable par rapport aux années antérieures, quoi. Cette fois-ci, on ne sait pas quoi dire, mais le mal est qu'à la fin du mois, on vient avec des factures pour payer encore la facture. On paye quoi? Les coupures d'électricité, les délestages quotidiens et voire l'absence totale d'électricité dans plusieurs quartiers de la capitale affectent profondément le vécu de la population. Pour ceux qui exercent des activités utilisant l'énergie, c'est la paralysie et un gros manque à gagner. Beaucoup tournent déjà le dos à la SNEL. Nous faisons face au sérieux problème d'électricité. Je suis propriétaire de ce salon de coiffure, mais on a du mal à fonctionner par manque d'énergie électrique. Les délestages sont tels que j'ai perdu toute ma clientèle. Beaucoup fonctionnent avec des groupes électrogènes. Je m'organise pour m'acheter un panneau solaire car le groupe électrogène va me coûter cher en carburant. Nous y travaillons. C'est qu'il faut noter qu'un travail d'électrification, lorsqu'il a commencé, il réclame un délai. Réhabiliter une machine à Inga, vous savez, ça prend 24 mois. Et ça réclame de l'argent. Vous devez payer une facture de l'ordre de 70 millions de dollars pour réhabiliter une machine à Inga 2. Construire une ligne entre Inga et Kinshasa, c'est 24 mois. Aujourd'hui, cette ligne est visible à Kinshasa, mais lorsque nous avons commencé, personne ne s'est rendu compte que ce que nous annoncions était vrai. Face à l'incapacité de la SNEL de desservir normalement l'électricité dans le pays, certains observateurs soutiennent que la République démocratique du Congo devrait penser à des solutions palliatives afin de faire fonctionner ses activités et permettre à la population d'avoir du courant. Le potentiel de Inga est un potentiel à caractère industriel, aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour les autres nations qui dépendent de manière naturelle de nous en ce qui concerne leur avenir énergétique et économique. Mais par contre, la question des énergies renouvelables, les énergies solaires et éventuellement les énergies liées au vent, c'est une solution rapide à mettre en place, qui coûte moins cher, qui est plus portable, qui n'est pas dépendante des réseaux. Et j'estime en passant que la République démocratique du Congo devait en faire un pan de sa stratégie compensatoire. Tous les pays du monde l'utilisent, mais la plus grande faiblesse de la République démocratique du Congo, ce sont les incitatifs. Rétablir la desserte en électricité dans le pays et à Kinshasa en particulier passe par l'amélioration de la gestion de la Société nationale d'électricité. C'est dans cette optique que la SNEL avait signé en 2015 un contrat avec Manitoba Hydroélectrique International, une firme canadienne. La SNEL a signé au cours des 10 dernières années plusieurs contrats dont la mise en pratique a toujours posé problème.
Une sérieuse analyse de la situation est donc nécessaire afin de trouver des solutions à l'incapacité récurrente des autorités à mettre en profit les potentialités énergétiques dont dispose la République démocratique du Congo. Jean-Marie, des projets annoncés et jamais réalisés, comment expliquer que la situation ne s'améliore pas en RD Congo? C'est une problématique qui est scandaleuse de mon point de vue concernant l'Afrique. Voilà un pays dans lequel vous avez une capacité énergétique qui sont rares au monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez, au lieu que l'Afrique centrale se réunisse, qui se disent que là, nous avons un potentiel énergétique qui est pratiquement unique au monde, si on accepte, si vous voulez, l'Éthiopie qu'on a plus haut. Et à partir de là, quelles sont les stratégies énergétiques qui sont posées en place en Afrique? Chacun veut construire sa petite centrale dans son coin, pouvoir, comment dirais-je, dire que oui, j'ai construit une centrale. Alors qu'il serait beaucoup plus intelligent de pouvoir mutualiser les billes, c'est-à-dire les moyens et mettre ce barrage d'Ingala au service de l'Afrique centrale. C'est-à-dire tous les chefs d'État en Afrique et tous les chefs d'État nous parlent de l'industrialisation de l'Afrique, Comment l'Afrique peut-elle s'industrialiser sans que nous ayons de l'électricité? La problématique de Kinshasa ne concerne pas uniquement la RDC, c'est pratiquement tous les États africains qui sont pratiquement au même niveau. On met en place, c'est-à-dire les annonces, oui, on a mis en place des politiques énergétiques beaucoup plus efficientes pour essayer d'aider la population, essayer de pourvoir l'électricité à la disposition de tout le monde. Ça ne se fait pas, ça ne se fait jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, nous nous contentons toujours des effets d'annonce. On annonce ceci, bon, on croit que ça va se faire tout seul. On attend que les autres viennent de l'extérieur, viennent le faire à notre place. C'est un scandale si vous voulez. La RDC a toujours été, il me souvient qu'il y a quelques années en arrière, vous avez un expert congolais qui a dit que c'est un gâchis énorme en RDC. Les gens ne devraient pas mourir de faim en RDC parce que la RDC est un des pays en Afrique. Quand on sème, comment dirais-je, au sud, on récolte au nord. À l'est, à l'ouest, vice-versa. En énergie, c'est exactement la même chose. C'est un gâchis naturel monumental. Il faudrait que les chefs d'État de la CEAC s'assoient et se penchent sur ce problème d'Ingala. Si nous voulons industrialiser nos pays, les émergences dont on est en train de nous parler là, n'iront nulle part si nous n'avons pas de l'énergie. Comment voulez-vous faire tourner des industries sans que vous ayez, c'est-à-dire une énergie fiable et régulière qui puisse maintenant alimenter les industries que vous mettez en place? Vous allez faire comment les gens qui vont acheter des chambres frigorifiques? Ils vont rester avec leurs marchandises qui va pourrir à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas moi. C'est-à-dire, est-ce que nos dirigeants en Afrique, c'est-à-dire, font un peu de prospective pour essayer de comprendre où sont les enjeux les plus importants? Nous faisons toujours les choses à l'envers, c'est-à-dire on annonce ça aujourd'hui, on ne regarde pas en amont quelle est la stratégie qui a été mise en place, quels sont les moyens, les modalités, les mécanismes nécessaires pour que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est toujours des discours, bon, donc c'est pas étonnant ici. Malik, justement, en parlant de potentiel, le pays dispose du 3e plus grand potentiel hydroélectrique au monde, derrière la Russie et la Chine. C'est tout le paradoxe congolais. Oui, c'est tout le paradoxe congolais. La RDC peut justement alimenter l'Afrique en électricité. Beaucoup d'experts le disent. Si les barrages étaient construits et effectifs, ils pourraient déjà électrifier, enfin permettre à la population de l'Afrique centrale de bénéficier de cette ressource électrique et aussi de l'Afrique. Donc effectivement, c'est un immense gâchis. Jean-Marie l'a bien souligné. Et puis, quand vous voyez que l'électricité, c'est la base du développement économique, on ne peut pas avoir de développement économique sans ressources. Et l'électricité est là une des ressources essentielles pour permettre à des entreprises de fonctionner, à une population de vivre correctement. Donc effectivement, moi, ce qui m'étonne, et Jean-Marie l'a souligné, c'est l'absence de politique régionale. On a des États qui se disent en difficulté financière et puis finalement, aucune réflexion sur la façon dont on doit justement cumuler les efforts et notamment les efforts financiers afin de construire justement les infrastructures nécessaires. Donc aucune stratégie n'a été mise en place sur ce volet-là parce que vous savez très bien que quand vous construisez un barrage, vous devez avoir cette concertation avec tous les États voisins, non seulement pour l'aspect financier, mais aussi dans l'utilisation des ressources hydriques, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous utilisez un bassin... Les ressources humaines. Les ressources humaines et aussi, par exemple,
l'utilisation de l'eau pour la production de l'électricité, vous devez examiner l'utilisation du bassin versant. Certains bassins versants sont dans d'autres pays parce que le réseau hydrique n'est pas juste en RDC, il est beaucoup plus vaste, il y a des ramifications dans d'autres États voisins et donc dans l'utilisation de la ressource en eau, cela demande une plus large coopération et cette coopération-là, elle est inexistante. Et c'est malheureux, il faudrait qu'elle se mette en place. Il faut espérer que les autorités prennent ce problème à bras-le-corps. Aujourd'hui, on ne peut pas cautionner qu'une capitale comme Kinshasa accueille une population dont la moitié ne bénéficie pas de l'électricité. On ne peut pas cautionner aujourd'hui qu'une population ne bénéficie pas de l'électricité quand on sait que la RDC connaît un accroissement démographique qui est encore important. Chaque année, la population croît de 3%, on est déjà à 86 millions. Qu'est-ce que ça sera dans plusieurs années quand la population atteindra 100, 150 millions d'habitants? Donc, Jean-Marie parlait de la prospective. La prospective, elle est inexistante. Elle doit se mettre absolument en place. C'est un tableau sombre que je dresse. Mais c'est un tableau sombre, pourquoi? Parce que les potentialités sont énormes. Et quand on voit les résultats et la réalité sur le terrain, on ne peut qu'être déçu. Daouda, est-ce qu'il y a une mauvaise gouvernance dans le domaine de l'électricité en RD Congo? Oui, il y a une mauvaise gouvernance, effectivement. Mais avant la mauvaise gouvernance, il faut quand même revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que la RDC est un pays qui, pendant longtemps, a été pillé, a été pillé au niveau de ses ressources. Rappelons-nous qu'à l'Est, c'était la prédation au niveau des ressources naturelles. Que ce soit au niveau des pays voisins qui ont été impliqués dans ce qu'on a appelé entre guillemets la Première Guerre mondiale africaine, parce qu'il y avait 8 pays en conflit, en plus la pression de la communauté internationale sur ces ressources, etc. Et c'est justement ces ressources naturelles, pendant tout ce temps-là, qui auraient pu permettre de générer assez de moyens pour pouvoir financer le développement, pas que l'énergie. Donc bon, c'est pas pour décharger le gouvernement actuel, mais c'est quand même un élément qui explique. L'autre élément, c'est effectivement la mauvaise gouvernance. Donc bon, quand vous n'êtes pas stable politiquement, c'est quand même difficile de développer des politiques économiques adaptées et efficaces. Et or, on connaît très bien le contexte aujourd'hui. Au lieu de s'atteler au développement, la RDC est aujourd'hui vit des problématiques politiques de base même on dirait, hein, l'interprétation de la Constitution, le dialogue politique, etc. Or, c'est quand même cette stabilité politique qui peut permettre de répondre à un certain nombre de questions, dont l'accès à l'énergie. Comme ça a été rappelé, effectivement, le potentiel est considérable et je pense qu'il est temps quand même que le changement puisse intervenir à ce niveau-là, parce que la RDC a tout pour se développer, non pas seulement que d'un point de vue énergétique, mais même que ce soit l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un pays qui devrait être la locomotive de l'Afrique en termes d'accès à l'énergie, en termes comment dire, en termes même d'industrialisation au vu de sa richesse. Regardez l'Éthiopie par exemple, pour revenir sur votre question, la bonne gouvernance est un élément essentiel. L'Éthiopie arrive à produire de l'énergie et à revendre même aux pays voisins. La RDC, qui a le potentiel 10 000 fois plus important, n'y arrive pas. Donc c'est effectivement un problème de gouvernance. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le dialogue politique pour résoudre la crise burundaise doit reprendre ce samedi 21 mai en Tanzanie. Le gouvernement a indiqué qu'il y participerait. Mais la coalition de l'opposition, le Sénat, de son côté, a décidé de boycotter ces pourparlers. Et le Somaliland a célébré ce mercredi ses 25 ans d'indépendance, une république autoproclamée située dans le nord de la Somalie, dont aucun pays ne reconnaît la souveraineté. Nous allons marquer une nouvelle pause, Vincent, la troisième partie de l'Africa Newsroom.